Lors de la fête pour le 10e anniversaire de mon fils, ma sœur a offert à chaque cousin une console de jeux flambant neuve, à l'exception de lui. Il a reçu une boîte vide, remplie d'ordures. C'est ce que méritent les enfants pauvres, a-t-elle déclaré. J'ai fermé la boîte, j'ai pris mon fils, et je suis parti. À 7h10 du matin, 2 policiers se tenaient dans l'allée de ma sœur, tenant cette même boîte vide. Le papier cadeau était argenté. Je l'ai remarqué en premier, car Arlo n'avait jamais reçu de cadeau emballé dans de l'argent, auparavant. Il avait l'habitude du papier sur le thème des anniversaires, du papier de soie des magasins à 1 euro, ou des sacs de courses, avec un ruban agrafé sur le dessus. Le papier argenté signifiait de l'argent. Le papier argenté signifiait que ma sœur, Harper, avait pris le temps de le choisir. Cela aurait dû être un avertissement. Nous étions chez ma mère, Donna. C'était la maison de 4 chambres sur Bearwood Lane, là où Harper et moi avions grandi. Donna avait installé des tables pliantes dans le salon, et collé une banderole, indiquant « Joyeux 10e anniversaire, Arlo », sur l'arcade entre la salle à manger et la cuisine. Il y avait 9 enfants, et 11 adultes. Les 2 enfants de Harper, Peyton et Brody, étaient là. 3 cousins du côté de Case, et 2 du nôtre. Arlo faisait le 9e. Donna avait préparé un grand gâteau rectangulaire, avec un glaçage bleu. Ce n'était pas une fête que j'aurais pu m'offrir. Donna avait proposé de l'accueillir. Harper avait proposé de s'occuper des cadeaux. J'aurais dû demander ce que cela impliquait. Harper se tenait au centre du salon, avec un sac de courses de City Tech Electronics, et a commencé à distribuer les boîtes emballées. Une pour Peyton, une pour Brody, une pour chacun des neveux de Case, et une pour la fille de notre cousine Linda. Chaque enfant a déchiré le papier argenté, et a découvert la même chose. Une PlayStation 5 toute neuve, encore scellée, avec l'étiquette du magasin affichant 599 €. La pièce s'est remplie de cris de joie. Peyton sautait sur place. Brody tenait sa boîte au-dessus de sa tête. Les neveux de Case se tapaient dans les mains. Les adultes applaudissaient. Harper se tenait au milieu de tout cela, comme une femme acceptant une récompense. Puis, elle a plongé la main dans le sac une dernière fois, et en a sorti une boîte pour Arlo. Elle n'était pas argentée. C'était une boîte à chaussures, sans marque, sans aucun emballage. Elle la lui a tendue, et a dit, « Celle-ci est pour toi, mon chéri. » Arlo m'a regardé. J'ai hoché la tête, car je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a pris la boîte. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait un sac de fast-food froissé, une page de magazine déchirée, 2 canettes de soda vides, et un reçu mis en boule. De véritables ordures. Mon fils a fixé le contenu pendant 5 secondes, sans scier. 5 secondes, c'est très long, quand on a 10 ans, que chaque autre enfant dans la pièce tient un objet valant 600 €, et que vous tenez une boîte à chaussures pleine des déchets de quelqu'un d'autre. Harper m'a regardé. Elle n'était pas gênée. Elle attendait. C'est ce que méritent les enfants pauvres, a-t-elle affirmé. Elle l'a dit en se tenant au centre de la pièce, assez fort pour que chaque adulte, et chaque enfant, l'entendent. Ne me regarde pas comme ça, Lydia. J'ai acheté une console à chaque enfant dans cette pièce, parce que j'en ai les moyens. Ton fils a eu ce qu'il me restait. Tu travailles à la sécurité chez Waverly. Tu vis dans un appartement de 2 chambres, avec un climatiseur de fenêtre. Et un canapé d'occasion. Tu n'as même pas les moyens de payer le coiffeur, alors tu coupes les cheveux d'Arlo dans la cuisine, avec des ciseaux de bricolage. Je n'ai pas oublié ton fils. Je lui ai donné exactement ce que tu lui as donné, toute sa vie. Rien. 9 adultes ont entendu cela. Donna se tenait près de la table du gâteau, un couteau à la main. Elle ne l'a pas posé. Elle n'a pas dit un mot. Case était sur le canapé, une bière à la main, observant la scène comme on regarde un match, quand on en connaît déjà le score. Il a pris une gorgée. Harper a essayé de l'inclure, a déclaré Case. Mais nous avions fixé un budget. Tu sais comment c'est. La boîte était censée contenir des bonbons. Les gosses ont dû fouiller dedans. Il a dit cela en souriant, pendant que mon fils tenait une boîte remplie de déchets. J'ai regardé Arlo. Sa main était dans la poche de son jean. C'est là qu'il gardait Rex, le petit brachiosaure vert en plastique, qu'il transportait avec lui tous les jours, depuis l'âge de 5 ans. Il le serrait fort.
Je pouvais voir les jointures de ses doigts, à travers le tissu de son jean. Je n'ai pas prononcé un mot. J'ai refermé le couvercle de la boîte à chaussures. Je l'ai glissé sous mon bras. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Arlo, et je l'ai accompagné jusqu'à la porte d'entrée. Harper nous a regardés partir. Case a siroté sa bière. Donna est restée près du gâteau, avec le couteau toujours à la main. Personne ne nous a suivis jusqu'à la voiture. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans le coin Reddit. Si vous êtes déjà venu, vous savez déjà que la boîte n'était pas qu'une simple boîte. Restez avec moi. Ce que les policiers ont trouvé à l'intérieur, à 7h10 le lendemain matin, a tout changé. Arlo s'est endormi dans la voiture, sur le chemin du retour. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas parlé. Il tenait Rex dans sa main gauche, et a fermé les yeux. Au moment où je me suis garé dans notre complexe d'appartements, sa respiration était lente et régulière. Je l'ai porté jusqu'à son lit. Il était presque trop lourd pour que je le porte maintenant, mais je l'ai fait quand même. J'ai posé Rex sur la table de nuit, à côté de la lampe, et de la photo encadrée de sa remise de diplôme de maternelle, celle où il sourit si fort que ses yeux disparaissent. Ensuite, je suis allé à la table de la cuisine, et j'ai ouvert la boîte. Je ne cherchais pas de preuves. Je cherchais une raison de la jeter, sans qu'Arlo ne la revoie. J'ai sorti le sac de fast-food, la page de magazine, et les canettes de soda. Au fond, plié en un petit carré serré, et coincé sous la doublure en carton, se trouvait un reçu. CityTech Electronics. 4 unités. Console PlayStation 5. Total, 2396 €. Payé avec une carte Visa se terminant par 487. Nom du titulaire de la carte, Lydia Monsieur Queen. Je n'ai pas de carte Visa se terminant par 487. J'ai lu le reçu 3 fois. Mon nom était imprimé en majuscule, au bas de la facture. Je ne possède pas de carte Visa. Je n'ai qu'une seule carte de crédit, une Mastercard avec une limite de 1500 €, que je rembourse depuis 2 ans. Je connais mon propre crédit. Je connais mes propres cartes. Je le sais, parce que je travaille dans la prévention des pertes, pour le groupe de vente au détail Waverly, et je traite des affaires de fraude à la carte de crédit, 5 jours par semaine. Je sais à quoi ressemble une usurpation d'identité sur un reçu. Je regardais la mienne. J'ai failli mettre le reçu de côté, et aller me coucher. Il était plus de 23 heures. Arlo dormait. J'avais un service chez Waverly le lendemain matin. Mais mon corps était déjà au travail. Mes mains bougeaient déjà, de la même manière qu'elles le font lorsque j'ouvre un dossier au bureau, que je tire le rapport, que je recoupe la carte, et que je retrace l'achat. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai demandé mon dossier de crédit, auprès des 3 principales agences. Le premier compte est apparu immédiatement. Une carte Visa, émise à mon nom en octobre de l'année précédente. 8 mois d'achat. Solde actuel, 14 200 €. Le numéro de téléphone de contact sur la demande n'était pas le mien. C'était le téléphone portable de Harper. L'adresse de facturation n'était pas la mienne. C'était la maison de Donna, sur Bearwood Lane. Ma sœur avait ouvert une carte de crédit à mon nom, en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Elle avait utilisé l'adresse de ma mère, pour recevoir les relevés, et accumuler 14 000 € de dettes, en l'espace de 8 mois. La dépense la plus récente, il y a 4 jours, s'élevait à 2396 €, chez CityTech Electronics. Les consoles. Elle avait acheté les cadeaux d'anniversaire de ses enfants avec mon identité volée. Ensuite, elle avait offert à mon fils une boîte pleine d'ordures. J'ai continué à fouiller. Je traite des rapports de fraude pour gagner ma vie. Je sais comment lire un dossier de crédit, de la même manière qu'un mécanicien écoute un moteur. Et comme un mécanicien, qui entend un cliquetis, et sait qu'il y en a d'autres, je les ai trouvés. Carte numéro 2, ouverte en janvier. Solde, 7600 €. Même schéma. Mon nom, le téléphone de Harper, l'adresse de Donna. Carte numéro 3, ouverte en mars. Solde, 4200 €. Même schéma, mais avec une différence, qui m'a glacé le sang. Cette demande avait un garant. Le nom du garant était Donna Monsieur Queen, ma mère. Ma mère avait été la garante, d'une demande de carte de crédit frauduleuse, à mon nom. Elle avait inscrit son propre numéro de sécurité sociale,
sur la ligne du garant. Elle avait aidé ma sœur à usurper mon identité, et elle l'avait fait sciemment, car on ne se porte pas garant par accident. 3 cartes. 26 000 € de solde cumulé. Mon crédit était détruit. Je ne le savais pas encore, mais ces cartes étaient la raison pour laquelle ma demande de prêt automobile avait été refusée, 2 mois plus tôt. Cette révélation viendrait plus tard, à 4 heures du matin, assise à cette même table de cuisine. Rex était sur la table de nuit d'Arlo. Je pouvais voir le plastique vert, à travers la porte de la chambre entr'ouverte. Cette figurine avait coûté 25 cents, lors d'un vide-grenier sur Maple Street, quand Arlo avait 5 ans. Nous y étions allés à pied un samedi matin, car je n'avais pas d'argent pour l'essence cette semaine-là, et Carlo avait besoin de sortir de l'appartement. Il était agité. Il avait 5 ans. Il avait besoin de voir autre chose que les mêmes 2 chambres, et la même vue sur le parking. Alors, nous avions marché. Le vide-grenier se trouvait à 3 rues de là, devant une maison avec une clôture en grillage, et une table de bridge couverte de jouets. Arlo avait repéré Rex, dans un bac de figurines en vrac, entre une figurine d'action sans tête, et un ballon de football dégonflé. Il l'avait ramassé, et avait dit, « Maman, celui-là. » Il n'avait pas demandé la figurine d'action. Il n'avait pas demandé le ballon de football. Il a choisi la chose la plus petite, la moins chère, et la moins impressionnante du bac. Et il l'a aimé plus fort, qu'aucun autre enfant que j'ai jamais vu aimer un jouet. Il l'a nommé Rex cet après-midi-là. Il a dormi avec cette nuit-là. Et il a dormi avec lui sur sa table de nuit, chaque nuit depuis. Lorsque la queue s'est ébréchée en classe de CE1, il a pleuré pendant 20 minutes, puis m'a demandé de la colle forte. J'ai recollé la queue, pendant qu'il tenait le corps immobile. Quand ce fut sec, il a brandi Rex à la lumière, et a dit, comme neuf. Il avait 7 ans. Il y croyait. Harper a vu Rex lors d'un pique-nique familial, l'été suivant. Elle l'a ramassé sur la couverture, l'a retourné, et a regardé la ligne de colle sur la queue. Un jouet à $0,25, a-t-elle noté, avec une queue cassée. C'est l'objet préféré de ton fils. J'ai répondu oui. Elle l'a reposé. De la manière dont on repose quelque chose qui ne nous appartient pas, et qui ne nous appartiendra jamais. Ce n'était pas la première fois que Harper faisait en sorte qu'Arlo se sente inférieur, et ce ne fut pas la dernière. Quand il avait 7 ans, les enfants de Harper ont reçu des vélos assortis pour Noël. Arlo était assis à la table de Donna, mangeant de la tarte, quand Brody est passé à vélo devant la fenêtre, et a crié, « Arlo, viens voir mon vélo. » Arlo m'a regardé. J'ai secoué la tête, car je ne voulais pas qu'il reste dans le froid, à comparer ce qu'il avait, avec ce qu'ils avaient. Harper s'est penché, et a glissé, « C'est bon, Lydia. Il peut regarder. » Regarder, c'est gratuit. Quand il a eu 8 ans, je l'ai inscrit au camp d'été gratuit de la ville, car je n'avais pas les moyens de payer le camp privé que fréquentaient les enfants de Harper. Harper a dit à Donna, le camp de la ville, c'est en gros une garderie avec un ballon. Arlo mérite mieux, mais Lydia ne peut pas lui offrir mieux. Donna me l'a donc répété au téléphone. Non pas pour me blesser, mais parce qu'elle était d'accord, et pensait que je devais le savoir. Quand il a eu 9 ans, Arlo m'a demandé pourquoi Peyton et Brody avaient une piscine, et pas nous. Je lui ai expliqué que les piscines coûtaient de l'argent, et que nous économisions pour d'autres choses. Il a demandé, comme quoi? J'ai répondu, comme cet appartement, comme tes fournitures scolaires, comme la colle forte de Rex. Il a ri. Il n'a plus jamais posé de questions sur la piscine. Si vous comprenez pourquoi je vous parle d'un dinosaure en plastique au milieu d'une affaire de fraude, alors vous comprenez quel genre d'histoire c'est. Restez avec le coin Reddit. Ma voisine, Nell Cahill, fut la première personne que j'ai appelée, après avoir vu le rapport de crédit. Nell avait 65 ans, était à la retraite, et vivait dans l'appartement 2 portes plus loin, depuis bien avant mon emménagement. Elle avait élevé 2 fils, toute seule. Elle avait travaillé 30 ans, comme bibliothécaire scolaire. Elle comprenait ce que cela signifiait, de faire tout ce qu'il fallait, et de voir quand même quelqu'un vous regarder, comme si vous faisiez tout de travers. Quand Arlo a eu la grippe en janvier dernier, et que je n'ai pas pu faire remplacer mon service chez Waverly, Nell est restée avec lui pendant 9 heures. Elle l'a nourri de bouillon de poulet, dans un thermos qu'elle avait apporté de sa propre cuisine. Elle lui a lu 3 chapitres d'un livre de Roald Dahl. Elle l'a fait rire, en faisant des voix pour les personnages, et quand il a vomi sur sa manche,
elle l'a nettoyée sans même interrompre l'histoire. Quand je suis rentré à minuit, elle dormait dans le fauteuil à côté de son lit, le livre ouvert sur ses genoux, et ses lunettes de lecture pliées sur la table de nuit, à côté de Rex. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Nell n'était pas une simple voisine. Elle était de la famille, d'une manière que les gens de Bir Woodland n'avaient jamais été. Le lendemain matin, quand la fièvre d'Arlo était tombée, et qu'il mangeait des toasts au lit, Nell est passée, en allant chercher son courrier. Arlo lui a dit, « Nell, tu fais des voix marrantes. » Nell a répondu, « J'ai eu 30 ans de pratique. » Les bibliothécaires ne sont que des acteurs, avec un public plus silencieux. Il a ri. Elle m'a fait un clin d'œil, et est allée chercher son courrier. C'était ça, Nell. Elle ne restait jamais pour récolter des lauriers. Elle était juste là. Nell est venue à mon appartement à minuit. Je lui ai montré le reçu, et le rapport de crédit. Elle a mis ses lunettes de lecture, et a regardé la ligne du garant, sur la 3e demande de carte. C'est l'écriture de Donna, a-t-elle affirmé. Je lui ai demandé comment elle en était certaine. Nell m'a raconté qu'elle était assise à la table de la cuisine de Donna il y a 3 mois, en mars, en train de prendre un café, quand Donna avait signé un document, en lui disant que c'était une simple formalité administrative pour Harper. Nell n'y avait prêté aucune attention. Elle n'avait pas vu le document entier, mais le moment correspondait exactement à la date de demande de la 3e carte. J'étais assise à cette table, et j'ai regardé ta mère aider ta sœur à te voler, a dit Nell. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je le sais maintenant. Et je lui dirai en face, si tu as besoin de moi. J'ai failli arrêter d'extraire les relevés après la première carte. Après 14 200 €, j'en avais assez pour faire un rapport. Mais ma formation en prévention des pertes ne s'arrête pas à la première découverte. Vous creusez, jusqu'à ce que le grand livre de compte soit vierge. Vous vérifiez chaque compte, chaque date, chaque numéro de contact. C'est ainsi que l'on construit un dossier solide. J'ai creusé jusqu'à trouver les 3 cartes, puis j'ai extrait les copies des demandes, et j'ai trouvé le nom de ma mère. Mon deuxième appel fut pour Félix Durand. Félix était mon superviseur au bureau régional de prévention des pertes de Waverly. Il faisait ce métier depuis 20 ans. Il connaissait la fraude à la carte de crédit, de la même manière qu'un médecin connaît les symptômes de la grippe. Par instinct, par schéma, par ces petits détails que la plupart des gens ignorent. Il a décroché à 1 heure du matin sans se plaindre, car Félix répondait aux appels d'urgence à des heures impossibles, depuis 2 décennies. Et il connaissait ce ton de voix, qui signifie que quelque chose de grave se passe. J'ai envoyé à Félix le reçu, et le numéro de la carte. Il a passé les numéros de série des 4 consoles PlayStation, dans le système de suivi des fournisseurs de Waverly. Les consoles n'étaient pas vendues dans un magasin Waverly, mais le système de Waverly est connecté au même distributeur en gros, qui approvisionne CityTech Electronics. En moins de 2 heures, Félix a obtenu une capture d'écran des caméras de sécurité de CityTech, montrant une femme achetant 4 consoles PlayStation 5 à la caisse. Cette femme, c'était Harper. Son visage était clair. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle portait la même veste en jean, qu'elle mettait à chaque événement familial. L'horodatage indiquait 4 jours avant la fête. Le mode de paiement sur le journal de caisse correspondait à la carte Visa se terminant par 487. Félix m'a rappelé à 3 heures du matin. Lydia, la carte qui a été utilisée chez CityTech, a été signalée dans le système de l'émetteur il y a 6 semaines, pour activité suspecte. Ils ont envoyé une notification à l'adresse du titulaire de la carte. Cette adresse. C'est la maison de ta mère. Ta mère a reçu une alerte à la fraude concernant une carte à ton nom, et n'a rien fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement Harper. Donna savait. Elle avait reçu l'alerte à la fraude. Elle avait vu la lettre avec mon nom dessus. Elle l'avait mise dans un tiroir, ou jetée, et avait laissé Harper continuer à dépenser. J'ai imprimé chaque document. Je les ai organisés dans un dossier chemise, de la même manière que j'organisais les dossiers d'enquête chez Waverly. Le reçu en premier, le rapport de crédit en second, les demandes de compte en troisième, la capture d'écran de surveillance en quatrième, l'enregistrement de l'alerte à la fraude en cinquième, et le résumé chronologique en sixième. J'ai photographié chaque élément, avec l'heure et la date. J'ai mis la boîte à chaussures dans un sac en papier, et je l'ai étiqueté, comme je le fais pour les preuves au travail, date, source, contenu, chaîne de possession. À 4 heures du matin,
Je me suis assise à la table de ma cuisine avec le dossier terminé, et j'ai fixé la porte fermée de la chambre, où Arlo dormait, avec Rex sur la table de nuit. J'ai pensé au prêt automobile. J'avais fait ma demande en avril, 2 mois avant la fête. Le concessionnaire avait vérifié mon crédit, et m'avait dit que mon score était trop bas. Le responsable du financement m'avait dit, « Vous avez des comptes en souffrance. » Je ne comprenais pas. Je n'avais jamais manqué un seul paiement pour quoi que ce soit. J'ai quitté la concession honteuse et confuse. J'ai pris le bus pendant 2 mois supplémentaires. J'ai dit à Arlo que la voiture avait besoin de plus de réparation. Ce n'était pas mon crédit. C'était les cartes de Harper. Elle avait détruit ma cote de crédit avec 26 000 € de dépenses dont j'ignorais l'existence, et je m'en étais voulu de ne pas être qualifié. Je suis resté assise là, repensant à cet après-midi chez le concessionnaire. Le directeur financier avait regardé son écran, puis m'avait regardé, et l'expression de son visage avait changé. De la manière dont les visages changent, quand quelqu'un réalise qu'il est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle, à une personne qui n'a pas les moyens de l'entendre. Il avait dit, « Vous avez des comptes en souffrance. » J'avais répondu, « C'est impossible. Je n'ai jamais manqué un paiement. » Il a tourné l'écran vers moi. J'ai vu des comptes que je ne reconnaissais pas, des soldes que je ne devais pas. J'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur du système. Je lui ai demandé de relancer la vérification. Il l'a fait. Même résultat. Je suis rentré chez moi, au volant de la même Honda vieille de 12 ans, que je maintenais en vie pour passer les contrôles techniques, depuis 3 ans. La transmission sautait sur l'autoroute. Le voyant du moteur était allumé depuis février. J'avais demandé ce prêt, parce que la Honda était en train de rendre l'âme, et que j'avais besoin d'un véhicule fiable, pour aller travailler et emmener Arlo à l'école. Harper m'a volé ça. Pendant 2 mois après ce refus, j'ai continué à conduire la Honda, en priant pour qu'elle tienne le coup. Chaque matin, je tournais la clé, j'écoutais le moteur tousser, et je me demandais si ce serait le jour où il ne démarrerait pas. J'ai dit à Arlo que la voiture avait besoin de quelques réparations, mais que ça irait. Il m'a répondu, « Elle fait un bruit de dinosaure, maman. » Il a dit ça parce qu'il avait 10 ans, et qu'il avait déjà appris à rendre les choses qu'assez amusantes. Il avait appris cela de moi. J'aurais préféré qu'il n'ait pas à le faire. C'est Harper qui avait fait ça. Elle avait volé mon prêt automobile, avec 3 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes. J'ai pris mes clés. Puis, j'ai conduit jusqu'au poste de police. Il était 6h15 du matin quand je suis entré. Le hall sentait le café et le nettoyant pour sol. Le sergent de bureau était une femme nommée Torres. Elle avait travaillé toute la nuit, et elle avait l'air fatiguée, mais elle s'est redressée quand je lui ai dit que je voulais déposer une plainte, pour usurpation d'identité et fraude à la carte de crédit. De combien parlons-nous, a-t-elle demandé. 26 000 € répartis sur 3 comptes, ai-je répondu. Tous ouverts par ma sœur, à mon nom. Ma mère s'est portée garante pour l'un d'eux. Torres a arrêté d'écrire. Elle m'a regardé par-dessus son bloc-notes. De la famille? Oui. Elle a appelé un inspecteur. L'inspecteur a examiné le dossier dans une salle de conférence, pendant que j'attendais. Je l'entendais tourner les pages. Lorsqu'il est revenu 20 minutes plus tard, il m'a regardé différemment de Torres. Il n'avait pas l'air fatigué. Il avait l'air d'un homme qui venait de lire quelque chose de très bien organisé. C'est le dossier de fraude le plus propre que j'ai jamais vu, de la part d'un civil, m'a-t-il dit. Qui a monté ça? Moi, ai-je dit. Je travaille dans la prévention des pertes, pour le groupe Waverly. C'est mon métier. Il m'a demandé si j'étais prête à signer une déclaration sous serment, pour usurpation d'identité. Je l'ai signée. Il a demandé si la boîte à chaussures était disponible. Je lui ai donné le sac en papier, avec l'étiquette de preuve. Il a regardé l'étiquette. Il m'a regardé. Il a déclaré, « Vous savez que la plupart des gens n'étiquettent pas les sacs de preuve lorsqu'ils nous les apportent. » J'ai répondu, « Je sais. » À 7h10 le lendemain matin, 2 policiers se tenaient dans l'allée de Harper, sur Ridgefield Court. L'un d'eux était l'agent Règne. Il tenait la boîte à chaussures, celle que ma sœur avait remplie de déchets pour mon fils de 10 ans. Celle qui contenait encore le reçu à l'intérieur, désormais étiqueté comme preuve dans une affaire de fraude. Harper a ouvert la porte d'entrée en peignoir. Ses cheveux n'étaient pas peignés.
Case était derrière elle, en pantalon de jogging, un café à la main, essayant de déchiffrer le visage des policiers, avant qu'ils ne parlent. L'agent Règne a demandé à Harper de confirmer son identité. Elle l'a fait. Il l'a interrogée sur la carte Visa se terminant par 487. Elle n'a pas répondu. Il l'a interrogée sur 3 comptes de carte de crédit, ouverts au nom de Lydia Monsieur Quinn. Harper a regardé Case. Case a posé son café sur la rambarde du Porsche. Son visage a changé, de la manière dont les visages changent, quand une personne réalise que le monde dans lequel elle vivait il y a 10 secondes, n'existe plus. Peyton observait depuis la fenêtre du 2e étage. Sa main était à plat contre la vitre. Les policiers ont saisi les 4 consoles PlayStation du salon, comme preuve. Brody était assis sur le canapé, les regardant sortir les boîtes. Il a demandé, « Maman, pourquoi ils prennent nos affaires ?» Harper a répondu, « Va dans ta chambre, Brody. » Il n'est pas allé dans sa chambre. Il est resté assis sur le canapé, et a regardé jusqu'à ce que la dernière console soit chargée dans le coffre de la voiture de patrouille. Case a suivi les policiers jusqu'à la voiture, et a demandé si c'était vraiment nécessaire. L'agent Règne lui a expliqué que les preuves seraient traitées, et que Harper serait contacté, concernant les accusations formelles. Lorsque les policiers sont partis, l'allée était vide, à l'exception du camion de Case, de la berline de Harper, et de l'écho de la question de Brody, suspendue dans l'air du matin. Harper a appelé Donna 20 minutes plus tard. Je le sais, car Donna m'a appelé immédiatement après. Sa voix tremblait. Elle a dit, « Tu n'avais pas besoin d'impliquer la police. Nous sommes une famille. J'organise une réunion, et nous allons arranger ça. » Je n'ai pas répondu au plan de Donna. J'ai dit une seule phrase. « As-tu été garante pour la 3e carte ?» La ligne est restée silencieuse pendant 4 secondes. C'était une formalité, a-t-elle bredouillé. C'était une fraude, ai-je dit, et j'ai raccroché. La réunion de famille de Donna a eu lieu le mercredi soir, dans la maison de Bear Woodland. Elle avait invité Harper, Case, et moi. Elle m'avait dit que c'était l'occasion de régler ça, avant que les avocats ne s'en mêlent. Elle avait préparé du café et des biscuits, sur cette même table où, 5 jours plus tôt, elle s'était tenue avec un couteau à gâteau, sans rien dire, pendant que sa fille traitait mon fils comme un déchet. J'ai amené Nell. J'ai amené Félix. Donna n'avait invité aucun des deux. Harper était assise à la table de la salle à manger, quand je suis arrivé. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était à la fête. Sa posture était voûtée, plus petite. Case était assis à côté d'elle, les bras croisés. Donna se tenait près de l'embrasure de la cuisine, les mains enroulées autour d'un mug de café, prête à gérer la situation. Nous sommes une famille, a commencé Donna. Quoi qu'il se soit passé avec les cartes, nous pouvons réparer ça. Harper est prête à rembourser. Elle est prête à acheter à Harlow tout ce qu'il veut. Mais traîner des policiers chez elle à 7 heures du matin devant ses enfants, Lydia, c'était cruel. Je l'ai laissé terminer. Ensuite, j'ai ouvert le dossier. Félix a parlé en premier. Je lui avais demandé de présenter les preuves, de la même manière qu'il présente les résultats d'enquête au directeur de magasin. Calme, factuel, documenté. Il a posé la capture d'écran de vidéosurveillance sur la table. Voici votre sœur chez CityTech Electronics, 4 jours avant la fête, achetant 4 consoles avec une carte de crédit au nom de Lydia. Les numéros de série correspondent aux consoles saisies à votre domicile. Le montant de la transaction correspond au reçu trouvé dans la boîte. La mâchoire de Harper s'est contractée. Tu as amené ton collègue de travail dans des affaires de famille. C'est entre nous, Lydia, pas pour des étrangers. Il est mon superviseur, ai-je rétorqué. Et ceci n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire de fraude. 26 000 euros, ce n'est pas un malentendu. Case a bougé sur sa chaise. Il a posé ses 2 mains sur ses genoux, et s'est penché en avant. Allez, Lydia. Harper a fait une erreur. Elle est prête à réparer. Pourquoi est-ce que ça doit devenir une affaire fédérale? Tu vas ruiner sa carrière. Tu vas ruiner la vie des enfants. Pense à Peyton. Pense à Brody. Est-ce que 26 000 euros valent la peine de détruire une famille? Vous posez cette question à la mauvaise sœur, ai-je répondu. Case s'est rasseyé. Il n'a plus dit un mot, jusqu'à la fin de la réunion. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix.
Harper, tu as ouvert 3 cartes de crédit à mon nom. La première en octobre, solde, 14 200 €. La deuxième en janvier, solde, 7 600 €. La troisième en mars, solde, 4 200 €. 26 000 € de dépenses totales en 8 mois. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Tu as utilisé l'adresse de maman, pour intercepter les relevés. Tu as utilisé mon nom pour acheter 4 consoles PlayStation à tes enfants, et tu as offert à mon fils une boîte d'ordures. À sa propre fête d'anniversaire. J'ai laissé ces mots flotter pendant 3 secondes. On m'a refusé un prêt automobile en avril, à cause de tes cartes. Je prends le bus depuis 2 mois, parce que tu as détruit mon crédit. J'ai dit à Arlo que la voiture avait besoin de réparation, parce que j'avais honte. J'avais honte de quelque chose que tu m'avais fait. Harper regardait la table. Elle n'a rien dit. On ne t'a rien refusé de toute ta vie. Ni par maman. Ni par papa, avant qu'il ne parte. Ni par Case. Et la seule personne de cette famille qui ne pouvait pas se défendre, qui était trop occupée à enchaîner les doubles services, et à couper les cheveux de son fils avec des ciseaux de bricolage. Juste pour garder l'électricité allumée. C'est à cette personne que tu as volé. C'est de l'usurpation d'identité. C'est de la fraude à la carte de crédit. Mon avocat dépose la plainte au civil lundi, et le dossier pénal est déjà ouvert. Harper fixait la table. Case a décroisé les bras. Donna a pressé son mug de café plus fort contre sa poitrine. Tu as appelé mon fils un enfant pauvre, ai-je continué. Tu as dit à une pièce pleine de gens, qu'il méritait des ordures. Tu as acheté les consoles de ses cousins avec mon crédit volé. La seule chose pauvre dans cette pièce, c'est la femme qui a dû voler sa sœur, pour avoir l'air riche. Harper a essayé de parler. Lydia, j'allais tout rembourser. J'allais fermer les comptes avant même que tu ne t'en rendes compte. Ça a dérapé. Je n'avais pas prévu que ça aille aussi loin. Tu as prévu une boîte d'ordures pour un garçon de 10 ans, ai-je répondu. Ça, c'était prévu. Donna a essayé une dernière fois. Lydia. Tu prends tout ça hors de proportion. Les cartes peuvent être fermées. L'argent peut être remboursé. Harper n'est pas une criminelle. C'est ta sœur. Elle a pris une mauvaise décision sous la pression. Les affaires de Case tournaient au ralenti. Ils avaient des difficultés. Elle ne savait pas comment demander de l'aide. Elle n'a pas demandé d'aide, ai-je tranché. Elle a usurpé mon identité. Et tu l'as aidé à le faire. Ce n'est pas la même chose, maman. Tu connais la différence. Tu as juste décidé que ça n'avait pas d'importance, parce que ça m'arrivait à moi. Donna a regardé le sol. Elle n'a pas réessayé. C'est alors que Nell a pris la parole. Personne à table ne s'y attendait, car personne n'avait vu en elle autre chose que la voisine discrète, qui apportait de la soupe au fils de Lydia quand il était malade. Donna, a dit Nell, et sa voix était posée, d'une manière que seule une personne ayant passé 30 ans à gérer des salles pleines d'enfants, peut maîtriser. J'étais à la table de votre cuisine en mars. Vous avez signé quelque chose, et vous m'avez dit que c'était une formalité administrative pour Harper. Je n'y ai pas repensé sur le moment. J'y ai repensé chaque nuit, depuis que Lydia m'a montré cette demande. Donna a posé son mug. Sa main tremblait. Nell, vous ne comprenez pas toute la situation. Je comprends que votre écriture figure sur la ligne du garant, Nell a répondu. Je comprends que la date de la demande correspond au jour où j'étais assise à votre table. Je comprends que vous avez reçu une alerte à la fraude en mai, concernant une carte au nom de Lydia. Et que vous n'avez pas appelé Lydia. Vous n'avez pas appelé la banque. Vous avez laissé Harper continuer à dépenser. Donna a regardé Harper. Harper n'a pas soutenu son regard. Vous avez aidé votre fille à voler votre autre fille, a poursuivi Nell. Et vous l'avez fait à cette même table, où vous venez de me servir des biscuits, et de me dire que nous pouvions arranger ça en famille. Donna, je vous connais depuis 6 ans. J'étais dans votre salon à Noël dernier. Et j'ai regardé Arlo vous offrir une décoration faite à la main. Vous l'avez accrochée au sapin. Vous lui avez dit que c'était le meilleur cadeau que vous ayez reçu. Et en mars, vous avez signé un bout de papier. Qui a permis à votre autre fille de dérober 26 000 € à sa mère. Je ne sais pas comment vous arrivez à dormir dans cette maison.
Donna n'a pas répondu. Personne n'a répondu à sa place. Le mug de café de Donna s'est incliné. Un mince filet de café a coulé par-dessus le bord, et s'est répandu sur la table. Elle ne l'a pas essuyé. Elle n'a pas posé le mug. Elle est restée plantée là, à le tenir, pendant que la ligne marron s'étalait vers le dossier. Les mains de Harper se sont crispées sur le bord de la table. Sa respiration est devenue audible, de courtes inspirations par le nez. Sa mâchoire s'est bloquée, ses épaules se sont voûtées en avant, et sa tête s'est abaissée, jusqu'à ce que son menton touche presque sa poitrine. Elle ressemblait à une femme assise sur une chaise, qu'on lui retirait de sous elle, 1 centimètre à la fois. J'ai regardé ma sœur, et j'ai prononcé la phrase que je gardais en moi, depuis la découverte du reçu. 3 cartes. 26 000 euros. Et tu as mis le reçu, dans la boîte d'anniversaire de mon fils. La pièce était silencieuse. Mon avocat dépose le dossier lundi, ai-je annoncé. La police a les preuves. Si l'une de vous me contacte Arlo, ou mon appartement, pour toute autre raison que la remise d'un chèque certifié, mon avocat ajoutera une plainte pour harcèlement, au dossier civil. Nous avons terminé. J'ai failli accepter les prochains mots de Harper. Failli. Elle s'est penchée en avant et a supplié. Je rembourserai tout. Tout. J'achèterai la console à Arlo. Le modèle qu'il voudra. Laisse tomber les charges. Pense à ce que ça va faire à Peyton et Brody. Pense à ce que ça fait à maman. On peut arranger ça. Je te demande d'être la personne la plus mature. J'ai pensé à Rex. Le dinosaure à 25 ans du vide-grenier de Maple Street, posé sur la table de nuit d'Arlo en ce moment même, dans l'appartement où il m'attendait, sous la garde de la nièce de Nell. La figurine que Harper avait soupesée et reposée, comme si c'était en dessous de sa dignité. Arlo ne veut pas d'une console de ta part, lui ai-je dit. Il a Rex. Nell et moi sommes sortis. Félix est resté derrière nous pendant 30 secondes. Il a récupéré le dossier, et la capture d'écran sur la table. Harper n'a pas levé les yeux. Case était sur son téléphone. Donna tenait toujours le mug de café, avec un filet marron coulant le long de son poignet. J'ai failli tout laisser tomber, la nuit où j'ai trouvé le reçu. J'étais fatigué. Arlo dormait. Mon service commençait dans 6 heures. Mais j'ai regardé Rex sur la table de nuit, et j'ai repensé à ce que Harper avait dit, devant 9 adultes et 6 enfants. Elle avait appelé mon fils un enfant pauvre. Elle avait acheté son humiliation avec mon propre nom. Et ma mère l'avait aidé. Les policiers sont retournés chez Harper la semaine suivante, avec un mandat de perquisition pour ses dossiers financiers. Harper a été arrêté et inculpé pour 2 chefs d'usurpation d'identité, et 3 chefs de fraude à la carte de crédit. La caution a été fixée à 8 000 euros. Case l'a payé. Il n'a pas adressé la parole à Harper, lorsqu'il est allé la chercher. Il l'a ramenée chez eux en silence, est monté à l'étage, et a fermé la porte de la chambre. Harper est restée assise seule à la table de la cuisine, pendant 1 heure. La société émettrice de la carte de crédit a initié des rejets de débit contre le compte bancaire de Harper, pour les 3 cartes. Son compte courant a été gelé, pendant toute la durée de l'enquête. La retenue totale s'élevait à 26 000 euros. Case a découvert que Harper avait retiré 3 800 euros de leurs économies communes au cours des 6 derniers mois, pour effectuer les paiements minimums sur les cartes frauduleuses, sans le lui dire. Il a emmené Peyton et Brody, chez sa mère. Peyton en a parlé à Arlo au téléphone, la semaine suivante. Elle a raconté que son père avait dit à Harper, « J'ai besoin de temps pour découvrir ce que tu ne m'as pas encore dit. » Harper a juré que tout le reste était vrai. Case a répondu, « Tu as fait 26 000 erreurs. » Peyton a expliqué qu'il avait fait 2 valises, pendant que Harper restait dans le couloir, à le regarder faire. Elle a dit que Brody ne s'était pas retourné vers la maison, quand ils sont partis en voiture. Elle a dit que sa mère était restée debout dans le garage, très longtemps après leur départ. Harper travaillait comme agent immobilier, chez Langley & Price Realty. Sa voisine de bureau, une femme nommée Sloan, couvrait les visites manquées de Harper, et ses retards administratifs, depuis des mois. Félix a appris d'un contact dans cette agence ce qui s'est passé ensuite. Après que l'arrestation fut connue de tout le bureau, Sloan a cessé de la couvrir. Elle est allée voir le courtier principal, avec une liste de 11 visites qu'elle avait gérées pour Harper, sans aucune rémunération.
Le courtier a suspendu l'accès de Harper au système des annonces MLS, en attendant une révision de sa licence par le Conseil d'État. Ses annonces actives ont été réattribuées. La plaque à son nom a été retirée de son bureau, avant la fin de la semaine. Félix m'a raconté que Harper a quitté le bureau, emportant une boîte en carton remplie de ses effets personnels. Une boîte en carton. Pas d'emballage argenté, pas de sac de course CityTech. Juste une boîte marron, avec son mug de café, le cadre de sa licence, et une photo de Peyton et Brody à une fête d'école. Le contact de Félix a dit que personne ne lui avait proposé d'aide. Personne ne lui avait dit au revoir. Elle s'est assise dans sa voiture sur le parking pendant plusieurs minutes, avant de démarrer le moteur. Donna m'a envoyé un seul message texte après notre confrontation. Il disait, « Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. » Je n'ai pas répondu. Elle se trompait sur la personne responsable de cette destruction. Mais elle avait raison sur le fait que quelque chose était brisé, et que c'était brisé bien avant cette fête d'anniversaire. C'était brisé le jour où elle avait signé de son nom une demande frauduleuse, en appelant cela une formalité. Mon avocat a déposé la plainte civile comme prévu, et le délai de réponse de 30 jours s'est écoulé sans aucune contestation. Un jugement par défaut est en cours de traitement. Les 26 000 € seront recouvrés par saisie sur salaire, si nécessaire. La responsabilité de Donna en tant que garante signifie que son propre crédit est désormais signalé, et que les factures médicales qu'elle avait facturées sur la troisième carte devront être remboursées, en son propre nom. 3 semaines après l'arrestation, Peyton a raconté à Harlow quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas dû dire. Elle a dit que sa mère passait beaucoup de temps seule, enfermée dans la salle de bain. Un soir, Peyton a entendu le clic de l'interrupteur, mais l'eau a continué de couler. Elle a frappé et demandé si sa mère allait bien. Harper a répondu, « Je vais bien ». Lorsqu'elle est sortie, Peyton a remarqué que le dinosaure gratuit de la boîte de céréales de Brody était toujours posé sur le comptoir, là où il l'avait laissé 2 semaines plus tôt. Personne ne l'avait ramassé. Personne n'avait posé de questions à son sujet. Peyton a dit que c'était le genre de petites choses gratuites et oubliées, que personne ne remarque, jusqu'à ce que la maison soit assez silencieuse pour tout remarquer. Peyton m'a appelé une fois, environ un mois après l'arrestation. Elle avait 12 ans. Elle a demandé, « Tante Lydia, est-ce qu'Harlow est fâché contre moi ?» Je lui ai répondu que non. Elle a demandé si elle pouvait toujours lui parler. J'ai dit oui. Elle a demandé si sa mère allait aller en prison. J'ai répondu que je ne savais pas. Puis, elle a ajouté, « Je ne savais pas pour la boîte. Je lui aurais donné la mienne. » Ce fut l'appel le plus difficile que j'ai jamais reçu. Parce que Peyton n'était pas sa mère, que Brody n'était pas son père, et que je devais m'assurer que, quoi qu'il se passe ensuite, cela ne fasse pas payer à ses enfants les choix de leurs parents. Donna ne m'a pas adressé la parole depuis la confrontation. Elle n'appelle pas pour prendre des nouvelles d'Harlow. Elle n'appelle pas pour les fêtes. L'adresse sur Beerwoodland n'est plus un endroit que je visite. La table où je me suis assise avec Nell pour boire du café n'est plus une table à laquelle je aime m'assier. Certaines portes se ferment, parce que vous partez. Certaines portes se ferment, parce que les personnes de l'autre côté les ont verrouillées, et ont appelé cela une formalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être là. Merci de rester avec le coin Reddit. Certaines histoires se terminent avec quelqu'un menotté. Celle-ci se termine sur un balcon, avec 2 chaises en plastique, et un dinosaure sur la rambarde. 2 mois après la fête, par un jeudi soir du mois d'août, j'étais assise sur le balcon de notre appartement avec Harlow. Le balcon mesurait 4 pieds de large, sur 6 pieds de long. Il y avait 2 chaises en plastique, que j'avais achetées en liquidation dans une quincaillerie, et une petite table, faite d'une caisse allée surmontée d'une planche. Harlow buvait un chocolat chaud, même si c'était l'été. Il aimait ça, et j'avais arrêté de lui dire que les choses devaient correspondre à la saison. Rex était sur la rambarde, tourné vers l'extérieur. Le plastique vert captait les dernières lueurs du soir. La queue recollée tenait toujours. L'appartement était petit. Le balcon l'était encore plus. La vue donnait sur un parking, et sur l'arrière d'une laverie automatique. À travers la vitrine de la laverie, je pouvais voir quelqu'un plier des serviettes sous une lumière fluorescente. En dessous de nous, une femme chargeait des courses dans le coffre de sa voiture, pendant que sa fille portait un gallon de lait, à 2 mains. Des choses ordinaires, des choses réelles.
Le genre de choses qui arrivent dans une vie que personne ne vous vole, parce qu'il n'y a rien à voler, à part le temps, le moment présent, et des dinosaures à 2500. Arlo était assis sur sa chaise, les jambes repliées sous lui, tenant son mug à deux mains. Il me parlait d'un livre que son professeur lui avait recommandé. Quelque chose à propos d'un garçon qui construit un radeau. Sa voix avait cette chaleur et cette décontraction, qu'elle prend lorsqu'il est heureux sans même s'en rendre compte. « Maman » a-t-il dit, sans lever les yeux de son chocolat chaud. « Tu crois que Rex pourrait faire du radeau ?»« Rex pèse moins d'une pièce de 25 cents, ai-je répondu. « Il pourrait naviguer sur une feuille. » Arlo a souri. Il a pris Rex sur la rambarde, et l'a tenu au-dessus du bord de la table en caisse à lait, comme si Rex observait le parking depuis le sommet d'une falaise. « Capitaine Rex » a-t-il déclaré. Puis, il l'a remis sur la rambarde, et s'est replongé dans son chocolat chaud. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas pensé à Harper, ni à Donna, ni aux 3 cartes de crédit. Ni au policier dans l'allée, ni à l'inspecteur qui avait qualifié mon dossier de preuve du plus propre qu'il ait jamais vu. J'ai pensé à un vide-grenier sur Maple Street, il y a 5 ans, et à un petit garçon qui avait ramassé un dinosaure à 2500, en disant « Maman, celui-là ». La lumière de Nell était allumée, 2 portes plus loin. Je pouvais voir la lueur jaune à travers la fenêtre de sa cuisine. Elle était probablement en train de lire. Elle allait bien. Elle prendrait de nos nouvelles le lendemain, de la manière dont elle le faisait toujours. Sans qu'on le lui demande, et sans attendre de remerciements. Le balcon était petit. La soirée était douce. Rex était sur la rambarde. Arlo était sur sa chaise. Quelque part à l'autre bout de la ville, Harper était assise dans une maison, qui se vidait une personne à la fois. Quelque part sur Bearwood Lane, Donna regardait un avis de recouvrement pour garant, qu'elle ne pouvait plus justifier par un mensonge. Mais ici, sur quelques mètres carrés de béton, avec 2 chaises en plastique et une table en caisse à lait, un garçon tenait son chocolat chaud, et imaginait un dinosaure sur un radeau. Il n'avait pas besoin d'une console. Il n'avait pas besoin de papier cadeau argenté. Il n'avait pas besoin d'une maison de 4 chambres, ni d'un jardin, ni d'une piscine. Il avait Rex. Il avait ce balcon. Il m'avait, moi. C'était assez. Ça avait toujours été assez.